Entre 1888 et 1891, le général Brialmont fut l'architecte d'une ceinture de fortifications autour du centre de la ville de Liège. Les forts étaient éloignés d'une distance variant de 5 à 9 km du centre-ville et un intervalle de 2 à 6 km séparait chaque fort du suivant. Dans cet intervalle se trouvaient des troupes de campagne, des barrages de barbelés garnis de pièces d'artillerie, dont le calibre variait de 57 à 75 mm. Les forts de Liège étaient tous différents, mais nous pouvons dégager un même schéma de construction, le schéma triangulaire. Chaque fort comprenait 4 canons de 57 mm, 2 pièces de 120 mm, une pièce de 150 mm et 2 pièces de 210 mm. Pour accompagner tout cela, un projecteur aidait les servants à éclairer et guider le tir des pièces d'artillerie sur l'ennemi. Les faiblesses du fort étaient leur construction et leur conception. Le béton était armé mais datait de 1888. Dans les forts, il n'y avait non plus pas de système de ventilation. C'est ce qui fut défaut et qui a convaincu les différents commandants des forts à se rendre lors de l'invasion allemande, l'air dans les forts étant devenu irrespirable après seulement quelques heures de combat. En ce début d'été 1914, de grandes tensions se font sentir en Europe. L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche le 28 juin 1914 met le feu aux poudres. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 2, elle envoie un ultimatum à la Belgique demandant le laissez-passer des troupes du Kaiser sur le sol belge. Les ministres et le roi refusent. Le 3, l'Allemagne déclare la guerre à la France et le 4, l'Allemagne entre en Belgique. La Grande-Bretagne, protectrice de la Belgique, rentre dans le conflit le 4 août. Pour les Allemands, le plan Schlieffen sera mis en place, attaqué par le Luxembourg et la Belgique pour contourner et encercler les armées françaises, puis prendre Paris. Avant de capturer Paris, les Allemands doivent éliminer Liège. Le 4 août 1914, du côté allemand, nous avons 55 000 hommes, dont 15 000 cavaliers et 80 pièces d'artillerie. Du côté belge, les troupes stationnées à Liège sont soit des troupes de forteresse, 15 000 hommes, et en plus de cela, la 3e division d'armée, commandée par le général Lemans, composée de 34 500 soldats. Au total, la ville de Liège est défendue par plus ou moins 210 pièces d'artillerie, dont 115 pièces d'artillerie âgées qui sont mises dans les intervalles des forts. Le 4 août, à 9h du matin, les troupes commandées par le général von Emich progressent rapidement grâce aux routes d'Aix, de Penne et de Malmedy. Les Allemands arrivent sur la ville de Liège dans la journée. Le 5 août à 22h, les Allemands qui ont déjà encerclé les 3/4 du dispositif belge lancent leurs assauts sur les forts. Le 6 au matin, c'est la stupeur chez l'envahisseur. Seule une des 6 brigades envoyées à l'assaut des forts a atteint ses objectifs. L'état-major allemand est furieux. Le 7 août, les Allemands essayent de négocier une paix avec le général Lemans. Il refuse. Le 12 août, les Allemands apportent des canons Krupp de 420 mm, plus communément appelés Grossbertha, qui entreront en action le 15 août contre le fort de Loncin qui se rendra suite au tir d'un de ces canons sur sa poudrière. Le 16 août, les forts de Flémal et d'Ollen se rendent, ce qui marque la fin de la bataille de Liège. En 1859, la ville d'Anvers possède déjà une enceinte ainsi que 2 citadelles. Entre 1859 et 1870, le général Brialmont, qui contribuera aux fortifications liégeoises en 1888, agrandit la place forte pour en faire le fameux réduit national, là où les troupes belges devront se replier en cas d'invasion. La première ligne de défense qui protège la rive droite de l'Escaut se compose des forts 1 à 8 et le fort de Merksem. Pour protéger la rive gauche, la protection est assurée par les forts de Kruijbeek, Zwijndrecht et Sainte-Marie. Entre les forts et le centre-ville anversois, il y a 4 km. Chaque fort est espacé du suivant de 2 km. Afin de faciliter l'entrée des troupes dans le dispositif de défense par la ville de Louvain ou d'en sortir par la ville de Bruxelles, les architectes décident de construire les forts de Wallem, Lier, mais aussi une redoute, sorte de fort qui est un emplacement fortifié à l'extérieur d'un fort plus grand. Son objectif à la redoute est de protéger les soldats hors de la ligne de défense. Donc cette redoute est assignée à la protection des ponts sur la Nette. Entre 1900 et 1906, le gouvernement trouve nécessaire de renouveler et d'améliorer les défenses. On construit donc une nouvelle ligne de défense, les forts les plus éloignés sur la carte du centre-ville. Cette nouvelle ligne de défense se développe sur 95 km de circonférence, 75 km sur la rive droite de l'Escaut et 20 km sur la rive gauche de l'Escaut. Les ingénieurs développent également une zone inondable de 10 km sur la rive gauche et décident de supprimer l'enceinte créée en 1859. Cette ligne est au total composée de 17 forts distants chacun de plus ou moins 5 km. Malgré tous les efforts de modernisation mis en œuvre par les différents gouvernements, les forts sont comme la plupart des autres places fortes belges,
obsolète en 1914 car construite en un simple béton, et les pièces d'artillerie de ces forts tirent à la poudre noire, ce qui provoque un énorme nuage de fumée au départ du projectile. Selon le règlement, chaque fort doit comprendre 2 obusiers de 120 mm en coupole, 1 ou 2 canons de 150 mm en coupole, et entre 4 et 6 canons de 75 mm. Une redoute, quant à elle, ne possède qu'un canon de 75 mm. Les garnisons présentes au sein des forts varient entre 100 et 500 hommes par fort ou par redoute. Le 20 août, la majorité des 157 000 soldats belges est retranchée dans le réduit national qu'est Anvers. Le 25, le roi décide de tenter une sortie pour maintenir la combativité de ses troupes, mais également accrocher le flanc de l'armée allemande qui est enchevêtrée dans la bataille de la Marne contre les Français. Les Belges réitèrent l'opération le 9 septembre, à Malines. Suite à la défaite sur la Marne et donc l'échec du plan Schlieffen, les Allemands lancent leurs forces sur Anvers. Ils veulent liquider cette armée belge qui leur tient tête et investir le port par la suite. Le 28 septembre, les forts de Wallem, Sint-Kathalijnwaver et Koningshout sont bombardés. Le 30 septembre et le 1er octobre, les forts de Wallem, Sint-Kathalijnwavers et Koningshout sont dévastés par les bombes allemandes. Le 2 octobre, le fort de Lier est évacué tandis que le fort de Wallem se rend suite au grave bombardement. Le fort de Kessel se rend le 4 octobre tandis que le 6, l'armée reçoit l'ordre de se retirer d'Anvers et de regagner l'Isère pour le 9 octobre. Sur les 157 000 hommes, l'armée belge va perdre entre 3 000 et 8 000 hommes lors de ces tentatives de sortie, mais également 40 000 hommes qui se sont réfugiés aux Pays-Bas et qui seront détenus aux Pays-Bas jusqu'à la fin de la guerre. Du côté allemand, on estime plus ou moins 10 000 hommes de perdus. Il est intéressant de savoir que les Allemands ont envoyé près de 62 500 obus sur les défenses anversoises, dont 600 obus de 420 mm tirés par la Grosse Bertha. À partir du 15 octobre, l'armée belge forte de 6 divisions attend l'armée allemande. Les divisions belges occupent les secteurs derrière l'Isère. Entre Nieuport et l'embouchure de l'Isère se trouvent des troupes françaises et, au nord-est d'Ypres, dans le saillant de Langemarck, Zonnebeek et Gelluvelt se trouvent des troupes britanniques. Le 16 octobre, les Allemands attaquent Dixmude, occupé par les fusiliers marins français. Cette attaque échoue. 2 jours plus tard, nouvelle attaque sur Lombardsheide et Keim, au nord de Dixmude. Les troupes du roi Albert doivent battre en retraite. Cependant, le 8e régiment de ligne contre-attaque à Keim. Le lendemain, une nouvelle offensive allemande sur Dixmude. Le 20 octobre, la situation est critique. Les Alliés ne tiennent, sur la rive droite de l'Isère, entre Dixmude et la mer, que les têtes de pont entre Dixmude et Lombardsheide, aux extrémités du front. Les troupes du Kaiser prennent position le long du fleuve et attaquent. Constatant la résistance belge aux extrémités du front, ils concentrent leurs attaques au centre du dispositif. En octobre, les Allemands bombardent le front au niveau de la boucle de l'Isère, à Tervat. Là, ils arrivent à franchir le fleuve. Le 25 octobre, le Kaiser concentre ses troupes sur le front de l'Isère. Les Belges résistent et, sur ordre du roi, inondent la plaine de l'Isère. Les Allemands relâchent leurs efforts le 27 octobre pour reprendre le combat le 29, sous l'œil attentif de Guillaume II. Mais leur attaque sur Pervyse échoue. Quant aux Alliés dans les Belges, ils se battent à Poelcapelle, Passchendaele, Armentières et Ramscappelle. Les combats sont généraux sur tout le front, de la mer du Nord à la Bassée. Les combats se calment le 31. Les Belges ont pris le dessus au prix de lourdes pertes, 20 000 hommes perdus, sur les 70 000 qui ont quitté Anvers. Seuls 50 000 ont survécu. Lors de la retraite vers l'Isère, quelques milliers de soldats ont couvert leurs comparses pour qu'ils évacuent Anvers en bon ordre. À partir du mois de novembre 1914, les deux armées ne cherchent plus à attaquer et s'enlisent dans une guerre de position. Le front tenu par les Belges s'étend de Nieuport jusqu'à 10 km au nord d'Ypres. Entre Dixmude et Nieuport, les armées sont séparées par les inondations du 25 octobre. La ville de Dixmude est tenue par l'armée impériale en ce mois de novembre 14. Cette ville est devenue un bastion avec bunkers, positions de mitrailleuses, etc. Pour les soldats, peu importe les belligérants, le front de l'Isère est particulièrement désagréable. L'humidité glaciale, l'eau qui est partout et qui empêche de recouvrir les cadavres. Durant cet hiver 1914-1915, les soldats ne peuvent creuser des tranchées suite aux inondations. Ils s'abritent donc derrière tout ce qui est encore debout, murs de maisons, de granges. Après quelques mois difficiles, l'état-major belge décide de faire remplir près de 3,5 millions de sacs de terre pour emblayer et concevoir des positions défensives. Durant cette période, l'armée allemande n'attaque pas car elle préfère concentrer ses efforts sur les fronts plus importants. Cependant, les premières tranchées construites ne sont pas à la hauteur des espérances. Elles sont à peine efficaces pour le transport des troupes vers l'avant du front ou vers l'arrière.
Après des mois de travaux, au printemps 1915, ces tranchées sont enfin au point. Elles sont hautes et profondes pour protéger les hommes des tirs ennemis et équipées d'un plancher pour faciliter les déplacements. Sur les 30 km tenus par les hommes du roi Albert, le génie belge aura construit près de 400 km de tranchées complexes. Les tranchées ont généralement une profondeur de 3 mètres. Elles ne sont jamais en ligne droite, mais creusées en zigzag pour éviter les tirs et réduire les effets d'un obus tombant dans la tranchée. Elles sont souvent creusées la nuit pour éviter de se faire tuer ou de se faire voir par l'ennemi. La bande de terre sur le côté de la tranchée face à l'ennemi, appelée le parapet, possède des ouvertures destinées au tir des soldats dans la tranchée. Le talus de l'autre côté de la tranchée, appelé le paradeau, protège la tranchée des obus tombant derrière elle. Les murs de la tranchée sont souvent renforcés par des sacs de sable, des planches de bois ou du grillage. Le fond de la tranchée est recouvert d'un plancher pour éviter de marcher dans la boue. La première ligne de tranchée est la ligne la plus exposée car c'est la première que doivent franchir les fantassins ennemis. Elle est donc bien équipée en poste de tir et possède quelques abris sommaires. Environ 100 mètres derrière, la tranchée de seconde ligne sert de repli en cas de bombardement de la tranchée de première ligne ou de zone de rassemblement lors d'une offensive. On y trouve des abris plus ou moins profonds et des stations médicales. Il existe parfois une troisième ligne de tranchée, la tranchée de réserve, située parfois à 2 km de la première ligne. Cette ligne sert de chemin de ravitaillement et de zone de stockage pour les munitions, les provisions et le matériel. Les soldats peuvent également y prendre un peu de repos. À l'arrière du système de tranchées, on peut trouver un second réseau de tranchées partiellement préparé à être occupé en cas de retraite. Les Allemands se servent souvent de ce système de tranchées multiples, notamment en 1916 sur le front de la Somme.